Dernière conférence de la journée de ce deuxième congrès autour de la santé naturelle et de la médecine. Et bien là, nous allons recevoir un ardent défenseur de l'homéopathie. Et quand il n'exerce pas dans son cabinet genevois, il fait le tour du monde. Il est aux quatre coins du monde, cet homme-là. Son but, que l'homéopathie continue encore et toujours à nous livrer ses plus précieux trésors. Nous sommes en train de l'équiper. Il est avec moi sur le plateau dans quelques secondes. On peut quand même l'applaudir. Ça va le faire venir. Il s'agit d'Édouard Broussalian, mesdames et messieurs, pour notre dernière conférence de la journée. Pour ceux qui s'en vont, je voulais vous remercier en tout cas. Pour tous ceux qui partent, et je les comprends, il y a des transports, des retours. Un grand merci pour la qualité de votre écoute, pour votre gentillesse, pour tous vos retours que vous nous avez faits. Et voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Pour ceux qui restent, je vous demande d'applaudir très chaleureusement pour cette dernière conférence notre ami Édouard Broussalian. Venez me rejoindre, Édouard. Venez, on va faire un petit essai. Bonsoir. Tout le monde m'entend? Oui, je crois. On vous entend. Merci en tout cas pour votre patience. Vous êtes le dernier orateur. Non, c'est à eux qu'il faut dire ça. Hein. Bonjour le karma, là, quand même. Vous en avez pas marre, ça va? Non, ça a l'air d'aller, regardez. Parce que là, je vais vous faire souffrir en plus. Donc, Ah bon? Allez, c'est à vous. Merci beaucoup. Avant, bonne conférence. Arrière, next. Ok, c'est dans mes cordes. Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être là pour tenir le coup là en fin de week-end comme ça. C'est très courageux de votre part et je vous remercie. Et bien sûr, merci à Augustin de m'avoir invité à parler, moi qui dérange tant chaque fois que je suis invité quelque part. J'espère que tu n'auras pas lieu de regretter de m'avoir invité. Le sujet que je vais aborder ce soir est d'une confortable complexité et je vais quand même essayer de vous expliquer des choses qui vont d'un coup vous paraître évidentes, je l'espère. C'est-à-dire que tout au long du week-end, vous avez entendu des choses qui représentent, je dirais, des fragments un peu éparpillés, que les notions de l'homéopathie vont vous permettre soudainement d'unifier, un petit peu comme quand l'eau liquide se solidifie soudainement en glace. Vous allez voir qu'il va se passer un changement de phase, et j'espère pouvoir vous montrer cette chose lumineuse qu'est l'homéopathie. Alors on va discuter des maladies aiguës et chroniques et de la relation qui peut exister entre la capacité de faire un épisode aigu, de tomber malade, et de faire de la fièvre, et le rapport qui peut exister entre le fait que vous fassiez un épisode aigu et que vous êtes malade chroniquement. Tout ceci va définir des choses extrêmement précises et qui vont, pour vous tous, vous parler, parce que, évidemment, vous allez voir dans vos cas personnels où vous vous situez. Alors, pour ça, je suis obligé un petit peu d'évoquer le problème de la tarte aux pommes. Alors, je vais prendre le problème de la tarte aux pommes. Pour quelle raison ? C'est parce qu'il y a une anecdote très célèbre de Einstein qui est en train de manger confortablement un poulet au curry. Et vous imaginez, il y a une brave dame du monde qui lui demande « Ah, cher professeur, j'aimerais que vous m'expliquiez votre théorie. » Alors l'autre, il est en train de se gaver tranquillement et il lui dit « Écoutez madame, c'est pas compliqué, c'est comme si vous me demandiez la recette de la tarte aux pommes et que vous ignorez l'existence de la farine. Comment voulez-vous que je fasse ?» Il avait vraiment envie d'envoyer chier. Alors Dieu sait pas mon intention et encore moins mon intention de me comparer à Einstein parce que l'homéopathie c'est une très très dure école d'humilité et qui apprend à bien ratiboiser les égos et à comprendre que quand on devient homéopathe, on est obligé de suivre les lois naturelles de guérison et les lois naturelles qui indiquent la manière de prescrire ou de ne pas prescrire. Donc ceci m'amène déjà à vous faire remarquer qu'il y a vraiment deux points que je vous demande déjà de commencer à mettre dans vos esprits ce soir. C'est qu'une manifestation aiguë, quelle qu'elle soit, vous allez dire par exemple, aujourd'hui je fais une angine, eh bien cette angine qui se développe, elle est directement corrélée avec la manière dont votre organisme tourne sur le plan chronique. En d'autres termes, à part les épisodes qui relèvent d'une épidémie, c'est-à-dire le grec épidémos, ça veut dire sur le peuple, ça veut dire que tous on va être affectés par une entité épidémique, on fait une grippe généralisée avec des critères qui déterminent la grippe saisonnière qu'on va se taper. Hormis ces histoires épidémiques, tout épisode aigu est directement connecté avec votre état chronique et on va voir la signification que ça a. Et deuxièmement, la question qu'on va soulever qui est fondamentale, c'est que tous les traitements que vous allez faire pour calmer, pour mater cet épisode aigu, pour calmer cette inflammation de la gorge, tous ces traitements vont finir
par avoir un seul impact, celui de détruire votre capital de santé. Plus vous allez faire des traitements qui confinent des symptômes, qui rentrent des symptômes dans l'ordre, qui font tomber la fièvre, qui empêchent l'inflammation et tout ça, plus vous allez vous retrouver avec un niveau de santé qui va diminuer. La question sera effectivement ensuite de voir comment on pourra aider les patients à sélectionner un homéopathe compétent. On n'entend pas? Et surtout, du coup, avec tout ça, vous verrez qu'est-ce qu'on peut attendre de l'homéopathie. Et vous verrez que j'ai quand même à ce niveau-là plutôt des bonnes nouvelles à vous filer. Alors on commence par faire nos petits ingrédients. La question c'est où trouver les ingrédients? Eh bien la question ça va être d'abord d'apprendre à penser par vous-même. C'est le premier ingrédient de base. En d'autres termes, il faut que vous preniez l'habitude de critiquer tout ce qu'on vous dit, tout ce que moi je vous dis. Je vous prie de ne pas le croire sur parole parce que je vous le dis. J'en suis arrivé à un tel stade que même moi je me contrôle dans ce que je me dis. Et il faut avoir cette habitude scientifique de base. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude de ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. Par exemple, je disais ça tout à l'heure à un journaliste, la personne qui est devant moi pourrait me dire, par exemple, quelle est la réincarnation de Néfertiti. Je dirais, madame, vous êtes charmante, pourquoi pas, mais il va falloir quand même arriver à me le prouver. Mais vous voyez qu'il faut avoir cette attitude de neutralité bienveillante. Et ici, dans ce domaine qui vous touche tous, qui est celui de la santé, c'est qui croire, qui pas croire. Et la première chose, c'est d'apprendre du coup à critiquer par vous-même. Et les édifices qui semblent les plus solides peuvent être complètement fondés sur du sable. Vous savez par exemple que depuis des années, on vous explique que puisqu'il n'y a rien dans l'homéopathie et qu'on observe un soi-disant effet de l'homéopathie, c'est que seule la guérison qu'on observe provient d'un effet placebo. Et on vous expliquera, et vous le savez sans doute tous, que l'effet placebo est supposé faire du bien à 35% des gens. C'est le chiffre officiel. Ceux que ça intéresse pourront juste photographier la slide, je ne vais pas m'alourdir là-dessus, c'est juste pour que vous appreniez à tellement tout mettre en doute que vous allez réaliser que toutes les études qui ont été faites maintenant depuis l'étude de 1955 qui disait 35% des gens en moyenne sont affectés sur la douleur par le placebo. On en a fait 35% de placebo. Et donc aujourd'hui, avec la dernière étude de Cochrane 2010, on va maintenant vous dire que le placebo, il n'y a que 1 à 2% de réponse placebo. En d'autres termes, les négationnistes de l'homéopathie sont pris à leur propre piège. Ils admettaient qu'on avait au moins 35% de résultats, c'est-à-dire 15 à 30 fois mieux que le placebo. Donc vous voyez comment il faut apprendre à tout remettre en doute et à réfléchir par vous-même. Avant d'en arriver à mon sujet, je suis obligé quand même de vous dire dans quelle vie nous vivons et de quelle manière la médecine et la science, en vérité, ont été confisquées par l'industrie. Je ne sais pas si j'ai le petit laser. Ça marche, là, si je fais bip bip? Oui. Ces deux personnages ici, en haute forme, sont les deux personnes les plus redoutables du début du XXe siècle. Ici, c'est Rockefeller senior et là, c'est junior. Ça a été Rockefeller, l'un des hommes les plus riches au monde, et il se faisait soigner par un excellent médecin homéopathe qui était un des meilleurs élèves du professeur Kent à l'époque. Son fils n'avait rien à foutre de l'homéopathie et de la médecine, tout ce qu'il voulait c'était encore plus amplifier le business familial. Son père avait pris le contrôle de toute la production de pétrole aux États-Unis et dans la fabrication du pétrole, on faisait apparaître des nouvelles molécules chimiques qui agissaient puissamment dans les organismes. Et donc Junior a eu l'idée de dire mais on va faire la médecine de masse. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté l'équivalent actuel de 223 milliards de dollars, vous voyez ce que je veux dire, 223 milliards de dollars, pour acquérir toutes les écoles de médecine, pour faire fermer les hôpitaux homéopathiques. Il y avait plus d'une centaine d'hôpitaux homéopathiques qui fonctionnaient tellement bien que les mortalités, quand on les comparait, les hôpitaux homéopathiques tombaient à 1 à 2% de mortalité, là où les autres tombaient à peu près à 30% de mortalité. Donc ce n'est pas une question d'efficacité, mais c'est une question d'insuffler une nouvelle norme, celle de l'industrie chimique toute puissante. Une fois qu'ils ont fait fermer les écoles d'homéopathie, ils ont fait aussi fermer les écoles, et ainsi ils sont arrivés à bloquer l'enseignement de l'homéopathie. Ce qui explique qu'aujourd'hui vous avez beaucoup de peine à trouver des homéopathes compétents, parce qu'on manque d'une formation qui puisse réellement poser les fondations de l'homéopathie. Et toujours actuellement, vous aurez un énorme
investissement de l'industrie pour dénigrer et détruire l'homéopathie parce qu'elle est beaucoup plus gênante, par exemple, que Rick Azaray, qui va vous expliquer qu'avec des bains de siège froid, vous allez pouvoir tout traiter. Alors très clairement, une fois que vous aurez fini d'essayer vos bains de siège froid, vous verrez que vous n'avez pas nuit beaucoup à la consommation médicale qu'on vous pousse à faire. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que pendant toute la seconde moitié du 19e siècle, l'homéopathie a eu un succès phénoménal par les résultats. Là où la médecine classique n'arrivait à strictement rien, les homéopathes ne perdaient pratiquement personne dans les grandes épidémies. Fièvre jaune, choléra, pneumonie. Les gens qui avaient une pneumonie, au début du XXe siècle, c'était la panique à bord. Vous aviez une chance sur 3 d'y rester si vous étiez traité par le traitement conventionnel. Les homéopathes n'avaient que 1% de perte à 2% suivant les séries statistiques qu'on a. Donc vous voyez, toutes ces choses ne vous sont pas expliquées. Bien sûr, on a tout à fait intérêt dans le milieu habituel de l'éther. Vous me voyez ici photographié à Haïti, où je suis allé à 3 reprises après le tremblement de terre. Et avec l'homéopathie correctement maîtrisée, vous pouvez traiter à peu près une centaine de personnes tous les jours. Et vous avez un taux de guérison qui se rapproche des 100%, parce que les cas chez ces gens-là, qui sont tous de très bon niveau de santé, sont très simples à décrypter. Et environ en 2 à 3 minutes, vous faites le diagnostic. Un bébé qui a la diarrhée, un abcès, une inflammation ici, une femme qui fait une tachycardie paroxystique, etc. Tout ça se soigne très facilement. Pour vous donner une idée de la frénésie anti-homéopathique qui existe, c'est que la grande, toute puissante AMA, c'est-à-dire American Medical Association, dans son paragraphe 2, dans son second statut, c'est marqué noir sur blanc, l'éradication de l'homéopathie du sol des États-Unis. Donc vous voyez, c'est pas rien quand même. Quand on dit que c'est une éradication, c'est vraiment terrible. Et à la clé, on s'est retrouvé avec toute une perte de la transmission du savoir. Alors la question, c'est, maintenant que je vous ai dit tout ça, que je vous ai bien cassé le moral, est-ce qu'il y a une solution? La question que pose l'homéopathie, et aujourd'hui, j'espère comme ça que vous pourrez faire une synthèse par rapport à tout ce que vous avez entendu depuis les heures écoulées. La question, c'est est-ce qu'il y a des lois en médecine? Est-ce qu'il y a des lois? Enfin, je veux dire, quand on fabrique le siège sur lequel vous êtes assis, eh bien, il y a des lois de résistance qui font que vous n'allez pas vous retrouver bêtement le cul par terre. Les gens qui ont créé la chaise ont étudié ces lois et en fonction ont créé la chaise qui convenait. Cette image ici, elle est là pour vous montrer que non seulement il y a des lois, mais en fait, en biologie, c'est extrêmement complexe et le chemin est très rigoureux, il est bordé de précipices. Si vous ne suivez pas précisément la bonne trajectoire, vous n'avez aucune chance d'arriver à une guérison. Et les bonnes questions qu'on a à se poser, parce que vous savez qu'en science, le très grand Lévi-Strauss disait que le rôle du scientifique, ça n'est pas d'apporter des réponses, mais de poser des bonnes questions. Et ça n'a jamais été aussi vrai. Si vous commencez à vous poser les bonnes questions, qu'est-ce qui vous apparaît? Ben, il va vous apparaître que dans toutes les branches de la science, ça consiste à observer des phénomènes et de déduire les lois qui régissent ces phénomènes en fonction de ce qu'on observe. Vous prenez l'astronomie, la physique, tout ce que vous voudrez, c'est comme ça. Moi, mes premières amours, c'est l'astrophysique. Enfant, j'ai commencé à étudier la relativité générale, la relativité restreinte, et beaucoup de choses scientifiques. Et j'ai mal tourné, je me suis retrouvé médecin parce que j'étais passionné par l'homéopathie. Mais c'est beaucoup plus sympa parce que le champ d'investigation ici est absolument infini. On n'a que des infinies variétés d'humains à traiter. Mais alors du coup, on se rend compte dans les études de médecine qu'il n'y a aucune loi. Ce qui est terrible, c'est de se rendre compte que on a prescrit un médicament à Tartampion qui lui a fait du bien. Et le même médicament qu'on prescrit à Paul, Zobi, ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais même ça le rend malade. Alors pourquoi? Est-ce que c'était prédictible? Est-ce qu'il y avait une raison à ça? Et donc aussi, la question qu'on peut se poser à la sortie, c'est est-ce que la guérison, c'est une notion tellement folle que c'est une utopie? Le mot guérir n'est-il pas banni maintenant du vocabulaire médical? Il n'y a plus que les charlatans pour guérir. Eh bien oui, je vous le dirai clairement, l'homéopathie permet de répondre à toutes ces questions, parce que non seulement elle va vous montrer que la guérison est possible sur un plan individuel, mais elle va vous montrer aussi que c'est sur un plan sociétal que ça se pose, puisque la société étant composée d'individus tous de plus en plus malades, eh bien la société ne peut pas aller bien. Donc la base, ça va être de comprendre face à quoi nous sommes.
À quoi est-ce que nous sommes confrontés? J'espère que vous le voyez, on a eu un problème avec les diapositives, il y a eu une question de format. Je voudrais vous introduire ici la victoire de Samothrace. Alors, j'ai pris la victoire de Samothrace, ça me parlait, ça m'arrive d'être d'humeur guillerette, et je me suis dit, tiens, ça c'est joli, je prends. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire par là? Et là, je vous prie de bien suivre, et s'il y a des questions, levez les bras, les pieds, tout, pour me dire stop, ça ne va pas. Un patient, dans la médecine classique, c'est tout ce que vous voudrez sauf un patient. C'est-à-dire que c'est un organe malade. Vous avez le spécialiste de l'œsophage, le spécialiste de l'estomac, de la différentes parties malades à traiter, mais le propriétaire de ces organes n'existe pas, puisque on en a parlé samedi, je crois, on vous parle des réunions de consensus, c'est-à-dire qu'on sort un dossier, et puis finalement, le truc qui gêne, c'est le malade, parce que c'est chiant, il faut lui parler, il pose des questions, il s'interroge, des fois il vous met en doute, c'est la merde, un patient, ça pense. C'est très gênant. Alors du coup, dans la médecine classique, tout se passe comme si le patient n'existait pas et qu'on devait soigner un organe virtuel qui flotte dans le néant. D'accord? C'est-à-dire, en l'occurrence, vous avez par exemple un ulcère d'estomac à traiter, basiquement, eh bien, on va dire, ah là là, vous vous rendez compte, il y a un trou là-dedans, c'est la sécrétion de l'estomac, quel con cet estomac, il n'est même pas capable de réguler correctement sa sécrétion. Enfin, je vous simplifie, est-ce que personne ne se pose la question? Et alors, du coup, il y a un trou. Mais où avais-je la tête? Il suffit de donner un antisécrétoire et le tour est joué. Logique, non? Sauf que c'est une logique que vous déduisez du cadavre. Parce que du coup, il n'y a pas vraiment de différence entre l'époque de Vézal où on commence à disséquer les morts et la médecine qui est basée sur la vue du cadavre. Il y a un léger problème, vous devriez commencer à vous méfier. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va s'acharner à réduire le patient à une lésion ou à un organe. Or, dès que vous prenez le recul, qu'est-ce que vous voyez? Je suis vachement emmerdé de vous dire que le patient qui fait son ulcère, il ne va pas vous expliquer qu'il a commencé son ulcère parce que son boss le faisait chier, qu'il n'a pas pu répondre aux saloperies qu'on lui a fait au boulot. Il va vous expliquer qu'il a toujours ses migraines. Ah mais les migraines, on en parlera une autre fois parce qu'aujourd'hui on s'occupe de trucs. D'accord. Et pour mon arthrite, on verra le rhumatologue, je vais vous envoyer faire un bilan. En d'autres termes, de manière évidente et pour vous tous, chaque malade représente en fait une totalité de symptômes. Et c'est ça que je vous supplie de comprendre, c'est que c'est totalement arbitraire et non scientifique de déterminer qu'on va s'occuper juste d'un symptôme qui est un morceau de la totalité. Le morceau de symptôme, c'est pas plus le patient que si vous coupez la trompe de l'éléphant, c'est pas l'éléphant la trompe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en fait, la première évidence dans l'étude de l'homéopathie, c'est de comprendre que chaque patient représente une totalité qui serait modélisable sur un plan mathématique. C'est mon dada, je m'excuse, hein, point carré, tous les autres, les topologies, tout ça, ce sont des domaines passionnants. Mais pour simplifier, on peut donc représenter, mettons, la totalité de notre patient par une jolie femme avec des ailes, qui est quand même quelque chose de très caractéristique et qu'on ne rencontre pas tout le temps. Maintenant, à côté des patients, qu'est-ce qu'on a? On a nos médicaments. On est des médecins et bien sûr, il n'existe pas que le moyen par les médicaments de soigner les gens, parce qu'il y a des guérisons spirituelles, il y a des guérisons par le magnétisme animal, probablement. Mais en tout cas, nous les médecins, on s'occupe déjà de la branche thérapeutique, c'est-à-dire prescrire des drogues actives. Bien. Et bien, qu'est-ce que c'est qu'une drogue active, justement? Qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque fois que vous ingurgitez dans l'organisme une drogue, quelle qu'elle soit, ça peut être un pis-mémère, comme je dis à ma femme qui boit toujours ses tisanes, ça peut être un produit toxique de ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui se passe? Il va perturber le fonctionnement de l'organisme dans sa totalité. En d'autres termes, toute substance active elle-même est capable de dessiner sa propre totalité. Ça veut dire en médecine que chaque fois qu'on vous dit les effets secondaires, eh bien c'est encore le pendant de l'arbitraire de voir que le bout d'ulcère dans l'estomac du propriétaire. Ici, c'est l'arbitraire de dire on voudrait, dans un rêve extravagant, que le médicament prescrit aille juste là dans l'estomac du patient. Ça serait le top. Vous comprenez? Ça serait la rencontre de deux abstractions. Un estomac qui flotte dans le vide et une drogue qui va directement cibler ce putain d'ulcère qu'on n'arrive pas à traiter. Parce que c'est vraiment ça. Les gars qui vous guérissent un ulcère, vous me les montrez, ça m'intéresse. Et bien sûr, plus vous allez prendre des médicaments qui n'ont rien à voir avec l'état du patient, des inhibiteurs de la pompe à protons et tout ce que vous voudrez, plus vous allez insuffler le reste du cortège qui est en fait rien d'autre que la totalité du remède.
du médicament. Vous me suivez bien? Et c'est pour ça que, dans un premier cas, je vous ai sorti la victoire de Samothrace, et dans l'autre cas, je vous montre un truc de Picasso qui n'a pas grand-chose à voir. C'est pour vous faire comprendre que la seule façon... Ah, on a loupé la slide, c'est pas grave. La seule et unique comparaison qu'on puisse établir entre deux totalités, c'est quoi? C'est quand vous avez deux choses qui se ressemblent. Vous n'allez pas intuitivement comparer un micro et un PC. Les formes sont tellement différentes qu'elles sont dissemblables, il n'y a rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, en réalité, la seule manière d'aborder le problème, c'est que la médecine, la thérapeutique, se résume à la rencontre de deux totalités. Soit elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ce qui est la majeure partie du temps le cas, soit il y a une similitude, il y a une ressemblance. Ça va, ça vous percute le cerveau? Vous voyez que l'homéopathie, c'est pas complexe, c'est très complexe, mais ça repose sur des bases simples. En d'autres termes, si on a ici un embryon de médicaments qu'on va classer par ressemblance, vous avez ici le portrait de mon Picasso qui correspond à l'empreinte du médicament dans un organisme non malade. Donc on expérimente du coup la maladie du médicament, hein, et la médecine se résume au choc de deux maladies qui sont semblables. C'est le seul cas de figure où on va détruire par la maladie artificielle du médicament la maladie naturelle du patient. Vous mesurez d'ailleurs la force du concept de l'homéopathie puisque ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de différence entre la maladie et le médicament. C'est assez grandiose. Imaginez que ça a été inventé par un mec sans ordinateur, sans Wi-Fi. Hein. Et si vous dites non, ce truc-là, ça n'a rien à voir, effectivement, vous aurez raison. Et si vous regardez ça, vous voyez qu'on se rapproche de la notion de similitude, c'est-à-dire que là, vous allez prendre une statue grecque d'une femme. Partiellement, vous avez raison, il y a une similitude suffisante. Seulement, elle n'a pas d'ailes. Alors du coup, merde, vous sortez dans vos photos, qu'est-ce qui est antique et qui a des ailes? Zut, il y a ça, mais c'est un canasson, ça ne le fait pas. Et voilà comment, progressivement, le médecin homéopathe va procéder pour trouver le médicament le plus similaire à l'état du patient. Ça va, vous m'avez bien suivi? Vous gueulez autrement, hein? Bon, après, il nous faut du beurre pour la recette. Alors le beurre, maintenant, ça va être de comprendre la relation entre l'aigu et le chronique. On vous l'a dit, donc je n'insiste pas, c'est l'évidence même, c'est que les êtres vivants, contrairement aux cadavres, se maintiennent en équilibre constant avec l'environnement. L'environnement n'est pas forcément quelque chose d'agressif quand même, à moins que vous vous retrouviez dans des zones où vous avez des endémies de paludisme et des choses comme ça. Il y a quand même un équilibre, mais l'homéopathie vous montre que vous allez tomber malade seulement si vous avez une susceptibilité pour un ensemble de facteurs qui vont se conjuguer pour déclencher par la susceptibilité l'épisode aigu. Alors vous voyez que là, ça fout la merde. Pourquoi? Parce que la médecine classique, elle repose sur les travaux de Pasteur. Et les découvertes de Pasteur, c'était génial. On avait une bactérie, une maladie. Royal. Surtout royal pour l'industrie, parce que du coup, c'était facile de sortir des produits qui allaient tuer les bactéries pour les vendre à des millions de gogos qui allaient acheter leurs produits antibactéries. La réalité, elle n'est pas comme ça. C'est que vous êtes imbibé de bactéries, de tout ce que vous voudrez, et vous ne déclarez une maladie que quand il y a tout un ensemble de circonstances qui s'y prêtent autour de vous. C'est ce qui était connu depuis Hippocrate. C'est ce qu'on appelle une constellation. Et en même temps que cet ensemble de facteurs puisse réveiller votre susceptibilité, qui, elle, dépend de votre état chronique. Vous commencez à mieux comprendre pourquoi n'importe qui ne peut pas faire n'importe quel épisode aigu. Qu'est-ce que c'est que la maladie aiguë? Eh bien, la maladie aiguë, c'est quand vous faites un accès fébrile, une inflammation aiguë avec de la température, mais par extension, ça peut être une cystite, un lumbago, tout ce qui vous arrive, schlac, soudainement d'un coup. Bien sûr, le lumbago, la bonne excuse, c'est « j'ai soulevé un truc ». Il a fallu, là encore, un facteur déclenchant. Mais il fallait que vous ayez votre susceptibilité derrière pour que d'un coup, ça s'enflamme en lumbago. Vous commencez à comprendre ces subtilités. Donc, l'état chronique sous-jacent, qu'est-ce que c'est? C'est le cortège de symptômes que vous trimballez, sans plus le moindre du monde vous douter que vous êtes malade sur un plan chronique. Tous les matins, vous vous réveillez, vous êtes la tête dans le seau. Vous croyez que c'est normal? Ou les jeunes qui ne peuvent pas arriver à se coucher avant 2 heures du matin. C'est pas normal non plus. Ou bien que vous crachez tous les matins, ou bien que tous les matins vous avez une vieille raideur qui, en bougeant un peu, ça va mieux. Ou que dans votre esprit, vous commencez à avoir tout le temps des idées qui reviennent
des obsessions, ou que vous avez de l'anxiété, de la phobie, que quand vous roulez en voiture, vous dites oh, « je suis content de sortir du tunnel hein ». Ça ne te le fait pas, toi? D'accord? Donc tout ça, ce sont des symptômes qui indiquent que vous êtes déjà en train d'évoluer dans une maladie chronique, mais il n'y a pas assez de symptômes pour faire rentrer tout ça dans une catégorie connue en médecine. Vous me suivez toujours? Et pourquoi j'ai pris l'exemple de la soupape? Ça va être dans un instant, pour vous faire comprendre que en fait, le symptôme représente le meilleur équilibre que l'organisme trouve à un instant donné pour éviter à la maladie chronique d'aller plus vers l'intérieur. Et donc cet état aigu, c'est quelque chose de profondément important parce que beaucoup d'entre vous ici, vous allez me dire je suis en très bonne santé parce que je ne suis jamais malade. Vrai ou pas? C'est évident pour vous tous. Seulement, manque de bol, petit pervers comme je suis, je vais vous faire remarquer que vous avez beaucoup de symptômes chroniques, par ailleurs, et que si vous vous remémorez un peu, ça fait en effet des années que vous n'avez plus fait d'épisodes fébriles. Quand vous étiez enfant, vous faisiez des angines à répétition. Alors, il y a le grand savant de la médecine scientifique qui vous a fait, par exemple, l'ablation des amygdales. Et du coup, vous n'avez plus fait d'angine. Oh, c'était quand même un super traitement. D'ailleurs, dans ce cas-là, je demande aux personnes, on vous a pas enlevé les seins quand c'est des femmes? Non, parce que je dis ça, il faut être scientifique jusqu'au bout. Tant qu'à être endormi, c'est logique d'enlever les seins aussi, non? Alors, je n'ai pas compris la médecine. Et tout au plus, vous êtes capable encore de faire un petit fébricule, c'est-à-dire un petit 38, là, sur 2-3 jours, et que ça se calme. Ceci indique que vous êtes en fait déjà dans un mauvais état de santé qui est caractérisé par le fait que vous ne pouvez plus faire d'état aigu, mais qu'à la place, je suis bien tranquille qu'on va trouver déjà d'autres troubles qui affectent la sphère émotionnelle et déjà d'autres organes profonds. Et en somme, vous voyez qu'il faut vraiment que vous reteniez cette dernière phrase pour que vous commenciez vraiment à visualiser ce que vous avez sous les yeux. Et vraiment, l'homéopathie apporte une compréhension supérieure. C'est un peu comme les pommes sur un pommier. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des tonnes de mecs qui ont regardé des pommes tomber d'un pommier, mais il n'y en a eu qu'un seul qui s'est dit qu'il y a une force qui est appliquée à la pomme. Et ici, c'est pareil. On a vu des tas de fièvres, mais combien ont compris que vous ne pouvez plus faire de fièvre parce qu'il n'y a plus assez d'énergie interne pour déclencher ce phénomène violent, et qu'à la place, le niveau d'énergie ayant diminué, vous êtes maintenant dans une inflammation à bas bruit chronique et qui va perdurer. Et la médecine classique, dans son génie, elle va dire qu'il y a une inflammation, il faut que je lui casse la gueule. Donc là, il y a un léger souci, c'est vraiment l'histoire du pompier pyromane, si vous voulez. Ça nous amène à vous discuter 2 points essentiels. C'est que vous allez vous dire, première question, si la médecine classique s'acharne à répéter des drogages sans arrêt pour finir par mater, mettons, des angines à répétition, des sinusites répétées, un eczéma, qu'on finit par prendre le bébé, par le tremper dans une cuve, non pas de mazout, mais de cortisone pour dire tu vas t'arrêter avec ton eczéma, il y a quand même une puissante raison pour laquelle le système de défense doit développer ce symptôme. Et quel est notre droit à nous, du haut de notre diplôme, de dire on va casser la gueule à ce symptôme? Vous mesurez maintenant tout l'arbitraire de cette approche, qui est intenable. Et la deuxième question à se poser, c'est mais alors, si on empêche ce symptôme de manière unilatérale par un traitement qui a visé que sur ce symptôme, quelle est la répercussion sur le reste de l'organisme, justement sur le propriétaire de l'estomac que tout à l'heure on faisait flotter dans le néant? Est-ce qu'il y a une répercussion? Évidemment qu'il y a une répercussion. Je vais vous prendre un exemple concret, rapidement. C'est le cas d'une enfant qui a été enfant que j'ai vu à l'état de championne olympique chez nous en Suisse. Eh bien, cette petite enfant, elle faisait des otites à répétition. Donc, dans ce que je viens de vous expliquer, ça veut dire que son organisme est tellement bête qu'il s'acharne à développer une inflammation de l'oreille moyenne à répétition qui va être soignée par le médecin scientifique de service qui va lui faire des trous dans les oreilles jusqu'à 11 fois dans le même hiver. Ça s'appelle de la science, mesdames et messieurs. Et donc, on lui prescrit tous les anti que vous voudrez, et au bout de je ne sais plus combien de temps, la gamine ne fait plus d'otite. Merveilleux, non? Donc, techniquement, puisque les symptômes ne sont plus là, vous pouvez bien appeler ça une guérison. Qu'est-ce qui se passe après? Quelques années après, adolescente, elle se met à faire un fantastique rhume des foins. Alors, vous commencez à comprendre ce que je vais vous montrer. L'évidence était sous vos yeux. Et vous tous, vous êtes concernés en fait. Regardez votre propre histoire médicale. Eh bien, étant obligé de s'entraîner, de se surentraîner, de courir, de sauter, etc.,
elle a pris les traitements les plus virulents possibles pour mater son rhume des foins. Elle a consulté N allergologues jusqu'à ce qu'il y en ait un qui trouve le bon cocktail, bing, ça marche. Et là, par un beau mois de février, au lieu d'avoir son rhume des foins qui commence, elle fait une thrombopénie monstrueuse. En d'autres termes, elle n'a plus de plaquettes dans le sang, elle se retrouve couverte de bleu, elle commence même à faire des hémorragies. Alors, à un moment donné, il faut quand même un tout petit peu se nettoyer la merde dans les yeux et prendre le recul pour dire, attendez, même si ce n'est pas les mêmes organes qui sont concernés, c'est quand même bien la même propriétaire des organes. Et donc, il y a peut-être une unité dans l'ensemble des phénomènes qu'on observe. Ou alors, c'est plus la peine de faire de la science, Madame Soleil, elle est là, merci, elle va m'expliquer mon karma. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, de manière évidente, cet enfant, au début, elle faisait des otites à répétition. Dans notre jargon, elle était dans le groupe B, qui est caractérisé par une déficience du système de défense, qui va faire que vous faites répétition d'infections les unes après les autres. Ce qui n'est pas normal. Mais c'était juste, pour l'instant, qu'une anomalie de la défense par rapport à des germes externes. Quand le système de défense a été encore plus perturbé par le traitement allopathique, la petite s'est mise à faire de l'allergie, qui était le stade au-dessus, c'est-à-dire reconnaître et réagir à un agent externe auquel on n'est pas censé réagir. Normalement, vous pouvez respirer l'odeur des fleurs sans vous mettre à devenir bouffi, à exploser de la tronche. Et quand ceci a été à son tour jugulé, elle s'est mise à aller encore plus loin vers un phénomène auto-humain, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à attaquer son propre corps. Donc vous voyez ici l'unité du patient. Et bien entendu, qui s'en est soucié? Sûrement pas la kyrielle de spécialistes concernés. Personne n'a demandé pourquoi cette petite elle était tout le temps triste. Personne n'a demandé pourquoi elle était tout le temps obligée de rester dans sa chambre à écouter de la musique. Personne n'en avait rien à secouer. Qui est allé savoir qu'elle était obligée de faire du sport à outrance pour sortir de cet état dépressif? Personne n'en avait jamais cure. Qui a demandé comment elle mangeait? Qui s'est rendu compte que cette petite qui est toute mince, elle bouffe comme 4 et que le sport seul ne suffit pas à expliquer qu'elle bouffe comme un chanc et qu'elle grossit pas? En d'autres termes, ça s'appelle la totalité. Donc on s'est fixé arbitrairement, suivant le vieux proverbe qui dit que quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et la médecine classique est totalement l'incarnation de ce proverbe, malheureusement. Et donc, avec cet ensemble de symptômes, n'importe lequel de mes débutants, de mes jeunes Jedi, comme je les appelle, vous dirait bah, « c'est Natrum muriaticum ». Et oui, c'est le seul médicament connu qui présente cette totalité de symptômes qui est adapté à la totalité de la petite. Résultat, en quelques semaines, 2 semaines, le temps de faire la prise de sang, immédiatement, en tout cas, elle a été beaucoup mieux. Non seulement ses plaquettes sont rentrées à la norme, mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en médecine, on ne peut pas établir le résultat d'une prescription sur un seul symptôme. Ça pourrait être la conjonction de la lune qui vous a fait aller mieux, ou Dieu sait quoi. Ce qui est intéressant toujours, c'est que l'homéopathie nous montre qu'il faut regarder comment la totalité a bougé. De la dépression, on n'en parle plus. Le sommeil qu'elle n'avait pas mentionné alors qu'elle dormait mal depuis toujours, elle s'est mise à bien dormir. Son allergie, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? L'allergie est revenue. Ce qui était le signe du très bon diagnostic favorable du traitement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le remède homéopathique lui a réinsufflé l'énergie requise pour quitter le niveau lamentable où l'équivalent en symptômes, c'était les plaquettes foutues, elle est remontée d'un niveau pour récupérer le niveau qui correspondait à l'allergie. Et bien sûr, au bout d'un moment, les patients peuvent refaire une otite et surtout, dans les décours d'un traitement chronique, le signe infaillible qui veut dire que vous êtes en train de guérir de votre polyarthrite, de votre spondylarthrite, de tout ce que vous voudrez, de votre sclérose en plaques, c'est que vous allez vous remettre à tomber malade. Quand on a un patient qui fait une maladie chronique grave comme une spondylarthrite ankylosante, qui va avoir les douleurs qui vont très vite diminuer, la mobilité s'améliorer, eh bien, le critère précoce qui va dire qu'on est sur la bonne voie, c'est qu'il recommence à faire des épisodes aigus. Alors il vous appelle, paniqué, oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais rechuter, je retombe malade comme avant, ça fait 10 ans que je n'avais pas de fièvre. Je suis obligé de lui réexpliquer ce que je vous explique là, c'est chiant, au bout d'un moment. Bon. Donc maintenant, vous commencez à cerner le sens du mot guérir. C'est-à-dire que supprimer des symptômes n'est pas guérir. Et vous savez que vous avez supprimé des symptômes quand, 1, vous avez donné un traitement allopathique, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune similitude entre la totalité du patient et la totalité du médicament. En d'autres termes, vous avez essayé de mélanger l'eau et l'huile, ben, ça ne le fera jamais, je suis désolé. Tout ce que vous aurez fait, c'est un barbouillage avec une prescription dissimilaire qui va juste bricoler des symptômes, modifier le tableau et aggraver l'état du patient.
Donc dans l'autre sens, bien sûr, si le patient va mieux et qu'on assiste à un retour dans ses symptômes, à une hausse du niveau d'énergie générale, à une régression des autres symptômes, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Du coup, ça nous amène une vision absolument dynamique de la pathologie et de l'organisme. Ben oui, c'est parce que, je vous le rappelle, c'est con à dire, mais un patient, c'est vivant. La médecine classique vous voit comme des cadavres, ou plutôt comme des morceaux d'organes, mais là encore, comprenez bien que cette vision est juste extrapolée du cadavre. Donc tout ceci, c'est une adaptation constante qui fera qu'on aura souvent besoin, une fois un traitement chronique lancé, de changer éventuellement de médicament parce qu'il y a une nouvelle strate énergétique qui va se découvrir. En d'autres termes, chaque remède homéopathique lui-même est une entité dynamique, non matérielle, mais ça c'est trop compliqué pour ce soir, et on va assister à une régression des symptômes de haut en bas, dans le sens inverse de leur apparition, etc. En d'autres termes, c'est tout sauf un placebo, parce qu'on a toute manière de mesurer l'évolution précise des symptômes dans la manière dont ils vont réagir. Et là maintenant on arrive au point fondamental de mon petit exposé. Il faut que vous compreniez que l'organisme est comme une forteresse. Alors je vous ai fait un plan d'une forteresse, mais vous voyez l'idée de base, c'est vous avez les murs les plus périphériques, une série de remparts plus internes et le donjon au centre. Mais l'organisme est fabriqué exactement de la même façon. C'est-à-dire que, autant que l'énergie interne, le niveau d'énergie s'y prête, on va essayer de maintenir les symptômes le plus en surface possible, c'est-à-dire sur le plan purement physique, ici. Et quand on ne pourra plus stocker les symptômes sur le plan physique, alors on va commencer à assister à l'apparition des symptômes sur le plan émotionnel parce que ça correspond à d'autres niveaux d'énergie. Et enfin, à un niveau encore pire, on va voir apparaître les symptômes sur le plan mental. Du coup, j'espère que tout ceci, aujourd'hui, vous percute directement parce que ça va littéralement vous expliquer la pathologie. En d'autres termes, quand vous avez un bébé, si vous voulez, je peux prendre 2 exemples, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, sinon vous gueulez, hein, j'ai l'habitude. J'ai déjà une femme à la maison et tout. Alors, si vous prenez un bébé, et vous allez voir que les exemples là vont un petit peu vous parler, un bébé né il y a 20 ans, tel qu'on les voyait encore en bon niveau de santé, c'est-à-dire né de 2 parents qui eux-mêmes n'avaient pas été imbibés d'allopathie depuis l'enfance pour arriver à un stade où leur niveau d'énergie a déjà bien décru et ils conçoivent un bébé. Donc un bébé en bon niveau de santé qui présentait de l'eczéma. Ok, mince. Eh bien, cet enfant, si on le trempait dans la cortisone, vous comprenez ce qui se passe, c'est que la cortisone va empêcher l'expression à la peau de la pathologie générale, qui va trouver un autre chemin, et elle va aller donc forcer dans un niveau de moindre énergie, mais ça va rester sur le plan physique. Donc avec du bol, l'enfant pourra faire par exemple, sur les muqueuses bronchiques, il va se mettre à faire des bronchites à répétition, chose qu'on observait couramment. Mais la médecine classique, du moment qu'il n'y a pas un lien connu physiopathologique, va nier l'existence de ces symptômes. Par exemple, vous avez des gens qui vous disent « quand je suis ballonné, je ne peux pas respirer, j'étouffe ». Il n'y a aucune explication physiopathologique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va lui dire « monsieur, vous êtes un menteur parce que ça n'existe pas dans les livres » ou est-ce qu'on va être obligé d'être en scientifique, obligé d'admettre qu'on est devant un phénomène qu'on ne comprend pas? Donc, quand les niveaux de santé sont beaucoup plus dégradés, mais encore suffisants, par exemple, c'est un enfant qui pourra d'emblée, à la place de son eczéma, déclarer une maladie rénale. Ok? Un enfant aujourd'hui qui a un petit peu d'eczéma, à qui vous allez bombarder de la crème là-dessus, et dont l'état de santé a été miné par les séries de vaccins invraisemblables qu'on va inoculer, qui vont profondément bouleverser la réponse immunitaire, qu'est-ce qui va se passer sur ce gamin? Vous avez compris avec le diagramme. Ben, ça va être très simple, c'est qu'une fois que sa peau va être obturée, qu'il ne pourra plus faire de symptômes cutanés, il n'aura même plus l'énergie d'aller nous faire un symptôme physique. Alors mettons qu'il nous fera un gros truc pulmonaire, mais il va commencer à avoir toute une série de symptômes sur le plan émotionnel. Vous voyez les enfants d'aujourd'hui qui sont tellement agités, quand on demande est-ce qu'il tombe malade? Non, il est en excellente santé. L'excellente santé, ça veut dire justement qu'il n'a plus d'énergie pour faire de la fièvre, le merdeux. Et qu'à la place, il ne tient même pas en place. Il est complètement comme ça, et ça semble tout à fait normal. Alors je vois les parents, ils courent après le gamin toute la journée, c'est tout à fait normal. Ils n'en peuvent plus, le gamin il saute, il court, Et donc vous voyez ce qui se passe, c'est que bien entendu, toute la pathologie a été transférée sur le plan émotionnel. En d'autres termes, la médecine classique, non seulement ne guérit personne, mais elle détruit tout le monde. Et en un siècle, elle a pollué la planète, elle a détruit maintenant toute l'espèce humaine. Parce que de chaque génération
avec un niveau de santé inférieur à la précédente, je vous laisse imaginer, on ne va pas tarder à toucher le fond. Donc ma conclusion sur le miel de la vie, c'est de vous dire que bien sûr l'homéopathie n'est pas toute puissante, ça reste de la médecine. L'homéopathie révolutionne la thérapeutique, mais pas la médecine. C'est-à-dire que la médecine reste unie. Quand on a un traumatisme, genre une fracture, on ne va pas remettre une fracture en place avec un médicament homéopathique, bien sûr. C'est la chirurgie. L'homéopathie ne pourra pas traiter non plus une lésion qui fait qu'un organe n'existe plus. L'homéopathie, par contre, pourra littéralement déboucher les artères. Quand vous avez des gens qui ont une artérite des membres inférieurs et qui ont un périmètre de marche de 100 mètres, vous voyez le périmètre augmenter comme ça à vue d'œil. C'est absolument impressionnant. Vous voyez un pied qu'on était censé amputer, avec le remède homéopathique, vous rétablissez le pied. Donc, les limites sont là. Et maintenant, votre job, c'est que ça sera très difficile de choisir un homéopathe. Mais s'il est familiarisé avec ce que je vous dis, vous avez déjà une chance d'être devant un vrai. Et puis, la difficulté, c'est que les patients demandent aussi à être soignés là, tout de suite, immédiatement. Et parfois, c'est une recherche difficile de trouver le médicament indiqué. Donc ça, c'est les limites aussi. Il faut que les gens deviennent adultes et qu'ils sachent ce qu'ils recherchent. Mais les nouvelles sont bonnes. Et à l'image de ce petit brin de truc qui dépasse dans le béton, nous en sommes là. Je commence à avoir maintenant environ 200 étudiants qui donnent d'excellents résultats, parce qu'ils réapprennent l'organon, c'est-à-dire ils réapprennent l'homéopathie à leur base. Et on a maintenant de très bons prescripteurs qui vont arriver sur le marché. Merci beaucoup de votre patience. Merci beaucoup. Merci Édouard Broussalian. Merci.